Hein? Donc, non, c'est vrai que je suis ravi et cette longue collaboration. Et j'espère que se pérennisera. Nagia faisait référence au collège de... Comment ça s'appelait? Collège de médecine? Les résidents. Avant, il y avait de l'argent en France qui était géré par le ministère des Affaires étrangères. Et cet argent permettait d'avoir des résidents, des fellows qui venaient passer un an. Cet argent existe toujours, mais c'est le ministère de la Santé qui l'a pris en charge. Alors, est-ce qu'il y a une différence? C'est le même argent, énorme. Le but du ministère des Affaires étrangères, c'était très égoïste pour les Français, c'était d'améliorer la francophonie dans le monde, d'établir des relations internationales. Donc le but, c'était d'aller chercher dans le monde le gars qui allait demain devenir le professeur au Maroc, le professeur au Vietnam, le professeur en Argentine, et de choper celui-là, de le faire venir pendant un an en France, et de le renvoyer dans son pays en gardant des collaborations. C'est ce qui s'est fait pendant des années et des années avec, pour ma part, une relation un peu privilégiée avec les Marocains. À l'heure actuelle, l'argent est là, toujours, mais c'est le ministère de la Santé qui s'en occupe, c'est-à-dire qu'on chope des résidents étrangers et on les met dans les hôpitaux français où il n'y a pas assez d'internes. C'est pas les mêmes. C'est pas la même chose. Et par ailleurs, depuis la communauté européenne, c'est d'abord des résidents de la communauté européenne. Donc on a beaucoup de gens qui viennent de Roumanie. Si vous arrive un accident entre Paris et Lyon un samedi soir, vous avez du pot parce qu'il parlera arabe. Parce qu'ils viennent de Syrie, la probabilité qu'ils ne soient pas de nationalité française est très forte. Et parce que ça comble les trous. C'est vraiment dommage pour nous. Donc, alors, je ne vais pas vous présenter les recommandations de l'ELAR. Je vais vous présenter deux choses. Parce que je fais partie des recommandations de l'ELAR depuis quelques années. Et je vais vous présenter, et comme j'ai fait partie de ces recommandations pour la polyarthrite, des premières, des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes, un petit peu ce qui s'est fait en cuisine. Parce qu'il y a la publication, il y a la présentation, mais pour y arriver, de quoi avons-nous discuté? Alors la question c'était pourquoi et comment? Alors si je veux faire un topo très rapide, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'on a Joseph Smollen. Comment? Dans une ambiance très chaleureuse. Hein? Joseph Smollen, c'est vraiment une locomotive de la rhumatologie européenne. Il est souvent décrié parce que c'est une forte gueule. Mais honnêtement, moi j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe à l'ELAR où je trouve qu'on a fait des trucs assez sympas. Et alors je dis ça parce que je me demande s'il y aura d'autres recommandations de l'ELAR avec comme convenor, comme facilitateur, Joseph Smollen. La première chose, c'est je vais vous parler de questions de méthodologie, en particulier et surtout parce que j'ai vu que la Société marocaine de rhumatologie établissait des recommandations. Si vous faites ça, et si vous les publiez, la probabilité que vous soyez approché par des Canadiens qui font la promotion d'un système d'élaboration des recommandations qui s'appelle GRADE System est très très forte. On a eu une discussion à un congrès ACR avec eux, ils voulaient nous convaincre de faire du GRADE. Et ça, c'est un peu ce qui est fait par le Collège américain de rhumatologie. Alors GRADE, ça veut dire quoi? C'est pas grave. Sachez qu'à l'ELAR, on a décidé de ne pas les suivre. Et je vais vous donner trois exemples. Pourquoi? Parce que quand vous suivez c'est une question de méthodologie. Quand vous faites GRADE, c'est très technique ce que je vais dire, mais vous allez voir que le résultat final est pas du ça amène quelque chose. Quand vous faites GRADE, vous prenez par exemple, est-ce que les anti-TNF sont meilleurs que les anti-IL6? Et là, vous demandez à un fellow d'aller faire l'analyse systématique de la littérature et vous donner une recommandation. Anti-TNF versus interleukin 6. Alors que avec le système AGREE, c'est la méthodologie que l'on suit à l'ELAR. Alors pour l'histoire, parce que Nagia aime bien les histoires, les recommandations de l'ELAR sont nées de la manière suivante. C'est un petit déjeuner au Lutetia avec les représentants de BMS qui m'ont demandé de faire des recommandations parisiennes sur la gonarthrose. Moi je dis non, c'est couillon, pourquoi pas le faire à l'échelon international? Et ils ont accepté.
Et à ce moment-là, il y avait Philippe Raveau, qui était mon chef de clinique, qui m'a dit, Maxime, il ne faut pas réinventer la roue, il faut aller voir les gens qui s'occupent des recommandations. Et à l'époque, c'était Peter Littlejohn, qui est un gars qui était le chair d'épidémiologie clinique et de santé publique à Londres, en Angleterre. Je lui ai téléphoné, je l'ai invité à Paris, il est venu, et quand il est venu, il me dit, vous êtes bien couillon, hein, parce que pour faire des recommandations, dans mon unité, il y a une fille qui a fait l'instrument qui permet de coter la qualité des recommandations. Cet instrument s'appelle Agree, et la fille s'appelle Françoise Clouzot, qui est une Française qui vivait à Londres. Alors après, on a pris Françoise Clouzot, et c'est la première fois de sa vie, à Françoise, qui vivait en Angleterre, où elle a participé à l'élaboration des recommandations. À l'élaboration. Elle faisait un outil pour juger les recommandations. Elle a fait les recommandations de Lelar, de la gonarthrose, pour ceux qui ont été présentés à Nice en l'an 2000. Ça a été les premières recommandations. Et ensuite, on a appliqué, moi j'ai fait les procédures standardisées à Lelar en 2004, et depuis on a eu plus de 80 recommandations, mais qui suivent une méthodologie très stricte. Pour la petite histoire, Françoise Clouzot a quitté ce département d'épidémiologie clinique de Londres pour travailler à NICE. NICE, c'est un peu la haute autorité de santé en Angleterre. Et quand vous suivez les recommandations, vous prenez l'instrument Agree, et vous avez 17 points à suivre. Vous savez comment écrire le manuscrit, vous savez comment écrire le titre, vous savez comment écrire dans l'introduction, vous savez comment écrire méthode, comment écrire résultat. Et quand vous suivez ça à la lettre, nous trouvons que le résultat est bien meilleur que quand vous suivez le système GRADE. Je vous donne un exemple. Si vous avez vu les recommandations du rhumatisme psoriasique proposées par le Collège américain de rhumatologie, c'est ce que je vous disais. Traiter avec un anti-TNF au-dessus des OSM, c'est-à-dire un traitement conventionnel comme le méthotrexate, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est low. Et c'est une recommandation conditionnelle. Alors, je ne sais pas si les médecins vont comprendre ce que ça veut dire recommandation conditionnelle. Et vous voyez qu'il y a plusieurs de choses. Ils sont obligés de faire des comparaisons 2 à 2, alors que avec une approche, en suivant la méthodologie Agree, on a une approche beaucoup plus globale et on dit si on veut traiter par ça ou ça. D'autre part, ils ont utilisé quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est ces abréviations. Ils n'ont certainement pas voulu suivre les abréviations qu'on utilise à Lelar, mais honnêtement, entre nous, est-ce que OSM, c'est Oral Small Molecule? Alors pour moi, c'est l'aspirine, les AINS, c'est tout ça, les oral small. Pour eux, c'était pas tout à fait ça. Ils avaient en tête traitement de fond. Alors que à Lelar, vous savez ce qu'on utilise en termes de traitement de fond, que ce soit traitement de fond conventionnel, biothérapie, biosimilaire ou thérapeutique ciblée. Ça nous paraît plus logique d'utiliser cette terminologie plutôt que celle-là. Donc, vous, si vous continuez au niveau de la Société marocaine de rhumatologie d'élaborer des recommandations, personnellement, mais d'autres auront des avis différents, je vous recommande de regarder le Agree instrument, et surtout celui qui est obligé de se taper l'article à écrire. Parce que si vous suivez les 17 points, vous serez accepté pour publication dans une très belle revue. La deuxième chose qui est terrible, c'est que le Collège américain de rhumatologie, quand il invite un groupe de travail, dit il faut pas plus que 50% des gens aient un conflit d'intérêt. Conflit ne veut pas dire conflit. Conflit veut dire collaboration avec. C'est-à-dire que si vous êtes invité par une firme pharmaceutique à participer au congrès de l'art, c'est un conflit. Si vous participez à un essai thérapeutique comme investigateur principal, c'est un conflit. Enfin, tout ça, c'est des conflits. Si vous participez à si vous donnez des conseils à une firme pour développer sa molécule, c'est un conflit. Que ce que vous en donniez. Alors, quand on a voulu faire les critères ACR-ELAR, comme c'est à 50%, on leur a dit, écoutez, du côté ELAR, on vous donne que les conflits, c'est-à-dire 100% de collègues, mais au moins ils sont bons, puisqu'ils ont participé, ils ont été invités par les firmes pour participer à des événements, et puis vous donnez 0%. Finalement, ça c'est nous à l'ELAR, c'est par contre déclaration des conflits d'intérêts transparent sur le site de l'ELAR pour tout le monde.
On a un épidémiologiste, des jeunes, vous savez, Immunet, c'est Emergent European Network, ça marche du feu de Dieu, ça. C'est les jeunes rhumatologues qui ont moins de 40 ans. Nous avons toujours des représentants des professionnels de santé, que ce soit des kinés, des patients. Et regardez la liste. Il n'y a aucun représentant de l'AFLAR, de l'African League Against Rheumatism. Alors que il y a des Chinois, des Japonais, des Américains, des Mexicains, des Argentins, des Canadiens. Et dans la liste, je pense que vous devez faire un petit peu de lobbying pour qu'au moins un représentant du Maghreb pourrait être très bien invité aux recommandations de l'ELAR. Et ce que je voudrais insister ici, la méthodologie d'habitude est toujours la même. Le PICO, vous savez, c'est ceux qui font de l'analyse systématique des littératures. On pose une question, on donne la question au fellow qui va regarder les littératures. Mais ça, je dirais, c'est standardisé, c'est une technique scientifique, pas de problème. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que là, on prend aussi la littérature grise. Alors, que ça veut dire la littérature grise? C'est que quand il y a une réunion et que le fellow présente, je dirais de manière très froide, mais très scientifique, les données qu'il a trouvées dans la littérature, il y a toujours un expert dans la salle qui dit « Oui, mais attends, t'as pas vu ça, t'as pas vu cette publication. » C'est ce qu'on appelle la littérature grise. Je vais vous donner, pour les recommandations de l'ELAR 2019, 2 exemples de littérature grise. Le premier exemple, c'est qu'en février 2019, donc il y a eu la réunion du groupe de travail, c'est fait vers le mois d'avril. Pfizer donc c'est public, a fait un communiqué de presse disant « Attention, si vous utilisez tofacitinib à la dose de 10 mg 2 fois par jour, il y a un risque accru d'embolie pulmonaire. » Bon, on en a tenu compte dans les recommandations. La deuxième chose, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, c'est que vous savez, on a discuté ce matin persistance d'inflammation et risque cardiovasculaire. Nos collègues américains ont mené un essai thérapeutique sur à peu près, je crois, 10 000 personnes. Non, 5 000 personnes. À peu près 5 000 personnes, pas malades, personnes, mais qui étaient à risque de maladies cardiovasculaires. Des fumeurs, des gens comme ça. Et un groupe a reçu du placebo, un groupe a reçu du méthotrexate aux doses rhumatologiques. Personnellement, j'étais dans le comité pour donner les doses rhumatologiques du méthotrexate. Donc ce sont des gens qui ont reçu du méthotrexate grosso modo, sans autre thérapeutique et sans maladie inflammatoire dysimmunitaire sous-jacente. Donc des gens, entre guillemets, normaux. Si vous donnez du méthotrexate à dose rhumatologique à des gens normaux pendant 2 ans, et que vous les comparez à des gens qui ont pris du placebo, vous verrez, l'étude est négative sur le plan cardiovasculaire, mais quand vous regardez les résultats, il y a ça. Il y a un surrisque de cancer cutané. Alors vous savez, toute la littérature qu'il y a sur risque de cancer cutané avec les anti-TNF, elle est complètement biaisée, elle est peut-être simplement due au fait que généralement, on donne des biothérapies à des gens qui ont déjà reçu des méthotrexates depuis assez longtemps et peut-être à des doses plus fortes que les gens à qui on ne donne pas à qui on ne va pas donner de biothérapie. Donc, et ça, il faut savoir, c'est que souvent on dit, la consultation du dermatologue ou vérifier les grains de beauté, on le fait souvent dans les biothérapies, mais c'est peut-être chez les gens chez qui on initie le méthotrexate qu'il faut le vérifier encore plus. Les recommandations, pour ça j'irai vite parce que vous les verrez. Il y a les principes généraux et les recommandations. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Sachez que, grosso modo, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à avant, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Il y a une stabilité. Mais je vais vous dire ce qu'on a discuté. Énormément, parce qu'il y a eu 2 réunions de 2 jours. Moi, je fais partie en plus du steering. Ça m'a fait 4 jours de discussion. Ce que l'on a discuté énormément. La première chose, c'est qu'il y a marqué partout share décision, alliance thérapeutique, information du patient, éducation du patient, que c'est très important, tout ça. Et honnêtement, bon, la recommandation, le principe général n'a pas changé, mais tout le monde se posait dans la salle, ok, mais comment faire? Parce que tout le monde se heurte à un problème organisationnel. Et moi, ce que je compte faire, c'est demain matin reprendre cette question-là et se dire
comment vous, si vous êtes rhumatologue tout seul dans votre coin, rhumatologue libéral ou rhumatologue hospitalier dans un bureau de consultation, et que vous savez on a parlé d'adhésion thérapeutique ce matin, on a parlé de comorbidité, on a parlé d'information des traitements, d'information de la maladie, on a un peu moins parlé du self-assessment et du self-management qui sont de plus en plus importants, c'est-à-dire que c'est le malade qui va mesurer lui-même sa maladie. Si vous avez une... mais ça, on en reparlera demain matin, mais ce que je veux dire par là, c'est que nos autorités sanitaires, avant les organisations scientifiques, ont pris conscience de l'importance de ça. Et alors ça, c'est quoi? Imaginez n'importe qui, là, que ce soit un neurologue, un diabétologue, n'importe quoi, vous faites le diagnostic d'une maladie chronique, n'importe où, un médecin généraliste, un rhumatologue. Eh bien, vous offrez à ce patient la possibilité d'être vu généralement par une équipe multidisciplinaire pour avoir ce qu'on appelle en anglais c'est la Initial Systematic Review, c'est-à-dire c'est une revue holistique, alors en anglais c'est compréhensive, alors personnellement j'ai demandé de ne pas traduire, parce que si on dit comprehensive, les gens vont comprendre understandable, c'est compréhensive. C'est un faux ami, hein, compréhensive. Ça veut dire holistique, global, prise en charge globale de la maladie par des infirmières, des pharmaciens. Ça, et c'est ce que je me propose demain matin de discuter, parce qu'aujourd'hui, au-delà de toutes les molécules, c'est la barrière la plus importante pour que nous puissions arriver à nos fins. Et souvent, on dit que si on faisait ça très bien, il est probable qu'on arriverait à éviter dans très nombreux cas l'initiation d'une biothérapie et on pourrait très bien s'arrêter au traitement de fond conventionnel. Donc ça, je vous propose d'en discuter demain matin. La deuxième chose, on a aussi discuté un petit peu tout à l'heure, c'est la place de la corticothérapie qui commence à énerver, mais ça s'améliore, sauf au Maroc. Parce que je peux vous dire que ce que vous avez présenté tout à l'heure va être comparé au registre français, au registre suédois, et vous avez tout de suite le pourcentage de malades qui sont sous corticothérapie au début de la biothérapie. Hein. Je me souviens, dans les années 2000-2005, on était à 75%, là on arrive à passer à 30-40% dans les registres européens. Vous étiez à 92 là. Ouais, non mais polyarthrite, je parle pas de spondylarthrite, je parle de polyarthrite. Ouais, mais regardez les publications des autres pour essayer de publier de la même façon. Donc, en gros, on a encore un mot anglais qui a été difficile à traduire, to taper. La corticothérapie doit être tapering en quelques semaines. Alors, taper, moi, je ne suis pas très bon en anglais, mais j'avais compris diminuer. Or, pour les anglo-saxons, to taper, c'est diminuer jusqu'à 0. C'est aller à 0. Mais je ne suis pas sûr que ce soit bien compris que c'est jusqu'à 0. Parce que la recommandation, c'est vrai que si vous commencez un traitement de fond conventionnel comme le méthotrexate à quelqu'un qui a 20 synovites, une CRPA à 50, c'est pas bien de commencer que du méthotrexate tout seul. Il faut aider, il faut initier quelque chose. Alors, l'initiation aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est la corticothérapie. Et toutes les études l'ont montré, et à quelques doses que ce soit, même à forte dose, hein, vous pouvez mettre une pulse d'1 gramme ou 30 milligrammes, mais l'essentiel c'est que ce soit très très court, et qu'ensuite on arrive à 0. Mais malheureusement encore, on a plein de malades qui sont sous corticothérapie au long cours. Alors le problème, c'est, si vous avez un malade, c'est corticothérapie au long cours, ça doit être vos objectifs, c'est pas 5 milligrammes, ça doit être aujourd'hui 0, et le mieux c'est de jamais la commencer. Hein. Et quand on la commence, il y a des trucs. Par exemple, quand on la commence dans un CHU, dans un centre hospitalier universitaire, la corticothérapie, c'est le médicament qui est le plus facilement renouvelé par les généralistes dans les pays européens. C'est-à-dire que si vous Cortensil, n'importe qui, il vous a donné 5, je vais le faire mieux, moi je vais vous donner 20. Ben ouais. Donc, c'est assez facile. Et donc, les gens trichent. Alors, si vous êtes en France, de dire,
comme il y a la trouille que ce soit renouvelé, votre ordonnance, qui sort avec du cortensine, eh ben en France, on fera plutôt la pulse, l'intraveineux. Comme ça, ils ne le referont pas. En Angleterre, à Leeds, si vous êtes à Leeds, vous aurez l'intramusculaire de Kenacort. Si vous êtes en Allemagne, vous aurez 14 injections intra-articulaires. Mais l'idée derrière, c'est, j'ai pas envie de commencer à lui donner des comprimés parce que si je commence, il va jamais s'arrêter. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui va le renouveler derrière moi, même si c'est pas moi. Mais si vous avez, c'est très fréquent, vous en avez 92% qui sont sous corticothérapie, c'est comment l'arrêter? D'abord, est-ce que c'est toxique? Même à petite dose. Ça, c'est une analyse qu'on a faite avec Kevin Winthrop sur la base de données baricitinib. Alors, regardez pas baricitinib, mais c'est quels sont les facteurs prédisposants à une infection sévère. Regardez les 2 dernières lignes. Ça, c'est quel est le risque quand vous comparez les malades à 0 mg, ceux qui ne prennent pas, c'est le contrôle. Et vous avez le risque entre 0,1 et 4,9. C'est-à-dire que pour les malades qui prennent moins de 5 mg de cortisone par jour, regardez, ils ont un risque qui est 2 fois plus important d'avoir une infection sévère que les malades qui ne prennent pas de corticoïdes. Tout le monde pense que c'est au-delà de 5 mg, 10 mg, 15 mg. Non, même à petite dose. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller jusqu'à 0. Hein. Si la cortisone aujourd'hui était développée, il n'aurait jamais l'autorisation de mise sur le marché. Hein. Jamais. Hein. Et alors il y a tout un truc. Alors les rhumatologues ont peur en disant mais oui, mais quand je suis à 5, ça fait 10 ans qu'il en prend, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour baisser? Ça c'est la recommandation qui devrait devenir la recommandation européenne, mais n'apprenez pas, je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce que j'ai utilisé pendant des années et des années. J'avais ça moi sous fiche plastifiée à ma consultation et pour dire comment je fais pour je mets de l'hydrocortisone et puis après je regarde bref tout ce qui est écrit sur cette diapositive et je l'ai suivi à la lettre jusqu'à l'année dernière. En fait, j'ai participé à une étude qui s'appelle SEMIRA. Et dans le steering committee, c'était très intéressant. C'est avec Roche. Bon, là, c'est sur le tocilizumab, mais c'était, imaginez, n'importe quel médicament. L'idée, c'est que tous les malades étaient sous 5 mg de cortisone. Tous 5 mg de cortisone depuis au moins 6 mois. Et ils vont mieux grâce au nouveau traitement. Donc, ils vont bien. Et ils prennent 5 mg. Qu'est-ce que je fais de ces 5 mg? Il y avait le steering committee, l'équipe qui a mis en place l'étude, il y avait des endocrinologues et des rhumatologues. C'était très très intéressant. Parce que les rhumatologues disaient, oula, ça là, quand on va faire ça, sans hydrocortisone, on risque d'avoir des insuffisances surrénales. Puisque les malades sont sous cortisone depuis des années et des années. Les endocrinologues disent, non, vous risquez rien. Par contre, vous allez avoir une poussée de la maladie. Donc nous, endocrinologues, on préconise de diminuer doucement la cortisone, pas pour l'insuffisance surrénale, parce qu'on s'en fout de ça. C'est pour vous, c'est pour votre maladie. Et cette étude a été présentée par Gerd Baumeister à la CER l'année dernière et il y a quelques semaines à Madrid. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est ça. Il ne s'est rien passé. Il n'y avait pas d'hydrocortisone. Et il n'y a eu aucun cas d'insuffisance surrénale. Aucun. Dans aucun cas, il y a eu des rescues, aucun cas le malade a appelé pour dire qu'il n'allait pas bien et tout ça. Aucun cas. Donc à l'heure actuelle, je pense que cette étude, les endocrinologues y tiennent beaucoup. Il y aura la publication rhumatologique, le versant rhumatologique, mais ce que les endocrinologues attendent beaucoup, c'est la publication endocrinologique en disant finalement, c'est la première étude qui montre que finalement, vous voyez, il se passe rien si vous baissez, donc vous pouvez le faire. Bon, il faut mieux avertir le patient en disant que si vraiment il a un grand coup de fatigue, qu'il revienne, mais le méthotrexate, toujours à l'honneur, mais il risque d'avoir du plomb dans l'aile, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vous ai montré déjà le risque de cancer cutané, avec l'étude randomisée contre placebo, et je pense que personnellement, alors il y a une amélioration. Alors dans vos registres, ça va être très très intéressant de regarder la dose de méthotrexate utilisée. Parce que grosso modo, quand vous faites l'analyse de la littérature, on a commencé à peu près, il y avait 8-10 mg il y a 15 ans, et si vous regardez les publications
sur n'importe quel essai thérapeutique où il y a des gens qui prennent du méthotrexate, regardez dans le tableau 1 de la publication en moyenne le milligramme de méthotrexate que les gens prennent. Et bien vous verrez que le chiffre augmente d'année en année. Donc ce qui est une bonne chose. De temps en temps, quand on se retrouve entre nous, je sais, Michael Weinblatt, il est tout fier, il me dit la moyenne dans ces malades, il est à 19,2, 19,2 mg en moyenne. Hein. Donc, et après, ça dépend des procédures. Il y a tout un truc qui existe dans le méthotrexate, la dose initiale de 10 mg. D'où ça sort ça? Une seule étude a comparé 45 mg versus 5 mg, et à 45 mg, il y avait un peu plus de nausées. Dans cette étude, il n'y avait pas de supplémentation d'acide folique. C'est la seule étude qui suggérerait qu'il faudrait commencer tout doucement. Là, le temps pour atteindre la dose optimale. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple d'un essai thérapeutique où les gens commencent à 10 mg, passent à 15 mg au bout de 4 semaines, passent à 20 mg au bout de 8 semaines. Plus personne ne fait ça. Dans le service, on fait 20 mg d'emblée, à première injection. Alors, je dis injection parce que souvent on utilise la sous-cutanée, mais par contre, on leur fait avaler 3 comprimés de Speciafoldin 3 jours avant. Parce que c'est le déficit en acide folique qui est le facteur prédisposant essentiel pour le gars qui va avoir des nausées. Mais donc, d'habitude, on donne le méthotrexate et ensuite on donne l'acide folique. Moi, c'est ma petite cuisine. Je donne d'abord la Speciafoldin et 3 jours après, je donne. Donc, et je pense que. Et la voie d'administration. Alors la voie d'administration, elle pose une question que je vous parlerai tout à l'heure, c'est son coût. Mais honnêtement, les sous-cutanés, vous êtes sûr de votre coût. C'est-à-dire que le malade, il prend vraiment 15 ou 20 mg. La biodisponibilité par voie orale, elle est beaucoup plus fluctuante. Et donc, si vous voulez être sûr de savoir ce que prend le malade, c'est pas sûr qu'il prenne. Même le malade bon adhérent, même si vous prenez votre méthotrexate, en fonction de ce que vous avez mangé la veille, de ce que vous allez avoir une absorption qui va varier de semaine en semaine. Alors qu'à l'injection sous-cutanée, elle ne variera pas. On avait essayé de demander à la Sécurité sociale française de faire une étude randomisée, contrôlée, comparant 1000 malades avec Perros versus 1000 malades sous-cutanés pour vérifier, in fine, on solde de l'argent pour la société parce que peut-être on contrôle mieux la maladie et donc il y aura moins de gens qui iront en biothérapie. Donc, ce sera très intéressant dans votre registre de regarder la dose de méthotrexate utilisée, la dose moyenne de méthotrexate utilisée. Le coût des médicaments. Alors, c'est marqué partout le coût des médicaments. Alors là, les discussions étaient superbes, surtout qu'on avait des gens d'Amérique latine où il y a pas mal, les biosimilaires et les génériques arrivent, et puis il y avait des Anglais. Alors, je vous donne l'exemple de l'Humira. Je ne sais pas combien ça coûte au Maroc. États-Unis, 32 000 $ par an. 32 000 $ par an. En France, on est à 8 000 $. Maintenant, on a des biosimilaires d'adalimumab, de Humira. On en a 4 ou 5 qui arrivent sur le marché en France, et donc il y a guerre des prix. En Angleterre, il y a une guerre des prix qui a été terrible, et qui a gagné, celui qui est le moins cher, Humira. Pas le biosimilaire. C'est-à-dire que l'Humira tourne autour de 3 à 4 000 € en Angleterre. 3 à 4 000 €, c'est 2 fois moins cher qu'en France. Et pire, c'est que si j'ai défendu le méthotrexate en sous-cutané, mais si le malade veut un stylo, Nordimed, ça s'appelle en France, le stylo de Nordimed, c'est 3 300 €. Donc en Angleterre, le coût d'un anti-TNF approche le coût du méthotrexate. Et donc après, je me souviens des advisory boards où on était il y a 5-10 ans, disant, finalement, pourquoi on recommande le méthotrexate? C'est parce que c'est l'argent. Mais imaginez un monde où vous êtes à égalité avec le méthotrexate. Est-ce que ces recommandations ne vont pas être faites? Et puis vous allez voir qu'il y a d'autres recommandations, on voit les JAK kinases arriver. Alors eux, ils sont beaucoup plus récents. Anti-TNF, on a des millions de personnes traitées dans le monde depuis 20 ans. Donc bon, je pense que les JAK kinases, c'est très récent. Ça fait 7-8 ans qu'on les utilise, c'est tout. Mais c'est des comprimés, ça se conserve plus facilement. Mais c'est très cher. Le tofacitinib ou baricitinib, c'est plus cher
que les anti-TNF en France, hein, le comprimé de Xeljanz ou d'Olumiant. Mais nos collègues il a dit, oh, t'en fais pas, Maxime. Il faut pas avoir peur de les recommander parce qu'en 2022, c'est fait. Et là, ce ne sera pas des biosimilaires, ce sera des génériques. Quand on demande aux firmes pharmaceutiques qui fabriquent des génériques, combien coûtera le tofacitinib? Oh, 1 euro par jour. Et donc, vous voyez, imaginez que vous ayez accès, je ne sais pas, que sera la législation marocaine sur l'utilisation des génériques de JAK inhibiteurs, peut-être qu'en 2022-2023, c'est-à-dire demain, et ça risque de changer Donc si vous oubliez maintenant, oubliez complètement le prix, et si vous étiez malade, comment vous vous traiteriez? Ça risque, je pense que ces recommandations risquent de changer, mais de manière drastique dans les 5 années prochaines. Alors les JAK, vous avez vu que ceux qui sont venus à Madrid, qui étaient à l'ACR, les données s'accumulent. Maintenant, on avait tofacitinib, baricitinib, filgotinib, upadacitinib. Il y a les grosses firmes pharmaceutiques qui sont mis là-dedans. Et tout le monde comprend qu'il va y avoir une utilisation de plus en plus importante, tant que la tolérance est acceptable. Et la seule différence, c'est qu'il y a eu cette année, aux recommandations de l'ARS, c'est qu'avant, on peut utiliser soit l'anti-TNF, soit une biothérapie ou un JAK, un TS Targeted Synthetic, mais il y avait marqué sur les anciennes recommandations que, comme il n'y avait pas assez d'expérience avec les JAK, d'habitude, les gens utilisent une biothérapie d'abord, et les JAK apparaissent après. Et on voit progressivement que les JAK diminuent dans l'ordre de prescription des médicaments. Après, ça dépend des rhumatologues et de l'expérience des rhumatologues. Au Canada, on a vu d'année en année les JAK kinases passer de 4e, c'est-à-dire après 3 anti-TNF, 3e, après 2, première, et puis en Allemagne, je sais pas un rhumatologue allemand, je sais pas comment il est foutu, mais eux, ils ont pratiquement pris la place des biothérapies d'emblée après le méthotrexate. Donc on voit les recommandations n'ont pas changé, mais on voit une progression dans les années qui arrivent là. Alors les traitements de hormonothérapie, alors je le comprends personnellement. Mais il y a un problème. Je le comprends en tant que rhumatologue, quand vous discutez avec les patients, ils en ont marre du méthotrexate, et des fois ils ont peur de le comprimer ou de l'injection, ils ont des nausées, des trucs comme ça. Mais en plus, avec les JAK, c'est des comprimés, donc il n'y a pas le problème de l'immunogénicité qu'on avait avec les biothérapies. Hein, et donc, et l'idée, c'est de... Alors, faites attention, par contre, c'est vrai que c'est compliqué à regarder, mais quand on vous parle d'associations thérapeutiques, ne jamais oublier que dans la polyarthrite, nous associons les traitements. Nous, on fait que ça. Hein, on associe l'exercice, le régime, l'éducation et les médicaments. C'est déjà une association thérapeutique. Ne jamais l'oublier, ça. Le deuxième chose, c'est que même quand on utilise des médicaments, on fait de l'association thérapeutique. Si vous mettez du Doliprane, du Voltaren, 5 mg de cortensile, vous faites de l'association médicamenteuse. En fait, les gens parlent essentiellement des traitements de fond en monothérapie versus... C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on utilise le méthotrexate ou on le supprime, hein? Et en ce moment, on a l'impression que les firmes pharmaceutiques visent le méthotrexate pour le supprimer. Donc il faut faire attention avec les données. Par exemple... Alors ça, c'est pas du tout recommandé, mais toutes les firmes font ce genre d'études. C'est-à-dire chez les gens qui n'ont pas encore reçu le méthotrexate, qui commencent la polyarthrite, ils comparent le méthotrexate versus conventionnel d'IMAR. Je vous donne l'exemple de tofacitinib ici. Et alors le type d'étude, c'est les gens sont naïfs et vous leur donnez soit du méthotrexate, alors déjà vous regardez bien, hein, 10 mg pendant 4 semaines, puis 5 mg pendant 15 mg pendant 4 semaines, puis ensuite 20 mg. Ça veut dire que pendant 8 semaines, le malade n'a pas encore reçu sa dose de méthotrexate, comparé à tofacitinib, monothérapie. Et les résultats, d'habitude, c'est comme ça. C'est-à-dire, ça marche. Ça, c'est le méthotrexate. Et ça... Sauf que la recommandation n'a jamais été de dire qu'il fallait utiliser le méthotrexate en monothérapie d'emblée.
La recommandation, c'est de vous dire, si vous avez une polyarthrite active, débutez le méthotrexate et rajoutez de la corticothérapie. Par exemple, une intramusculaire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Or, la seule étude qui a fait ça, c'est Paul Emery à Leeds qui a fait ça, avec infliximab, et qui a montré que si vous faites infliximab monothérapie versus méthotrexate plus un Kenacort, il n'y a pas de différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toutes ces études, c'est joli sur la diapositive, mais ça ne reflète absolument pas notre pratique quotidienne. Personne ne ferait ça. Moi, je trouve ça presque inéthique, parce que, un, ils n'ont pas de corticothérapie à baseline, et deux, le méthotrexate est donné beaucoup trop lentement. Résultat, vous avez ce genre d'études. Donc, là, après, finalement, regardez bien les publications. Par exemple, il y a upadacitinib, le truc d'AbbVie, le JAK kinase d'AbbVie. Ils ont publié dans le Lancet la semaine dernière une étude où les malades étaient sous méthotrexate et ils n'allaient pas bien. Et soit ils continuaient le méthotrexate alors qu'il n'allait pas bien, et soit ils passaient à l'upada en monothérapie, en disant, vous voyez, l'upada en monothérapie, ça marche. Mais je m'en fous. Je savais que ça marchait, l'upada. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le switch. Si j'ai un malade sous méthotrexate et qui va pas bien, est-ce que je lui dis, arrêtez le méthotrexate et je vous donne le nouveau médicament? Ça s'appelle je switch. Ou bien, c'est quand même s'il n'est pas bien, si vous êtes actif malgré le méthotrexate, on sait quand même que c'est mieux que vous le continuiez et qu'on en rajoute un autre. Donc c'est add-on en anglais versus switch. Il y a très peu de firmes qui font ce genre d'études-là, mais Tofa l'a fait, hein, ce genre d'études. Tocilizumab l'a fait, j'ai été le principal investigateur. Sachez que on a un problème, c'est comment vous interprétez ce résultat-là. Il faut que vous compariez la ligne bleue et la ligne jaune. Oubliez adalimumab. Vous trouvez que le bleu c'est moins bien que le jaune ou qu'il y a vraiment une différence ou pas? En fait, vous voyez, il y a quand même à chaque fois la réponse est à peu près équivalente entre les deux, mais il y a toujours, quelle que soit l'étude, quelle que soit la molécule, il y a toujours un tout petit avantage de continuer le méthotrexate. Voilà. Alors comment font les gens en pratique, en tous les cas en France, c'est que les gens font du add-on, c'est-à-dire ils rajoutent le méthotrexate, ils continuent, ils rajoutent une biothérapie ou ils rajoutent un JAK, ils attendent 8 semaines, 12 semaines, et si le malade va bien, ils baissent le méthotrexate à 10. Quand c'est une biothérapie, en disant, moi, à 10 mg, ça c'est l'étude concerto qu'on avait à adalimumab, je suis capable de prévenir l'immunogénicité d'adalimumab, ou des anticorps monoclonaux. Tout ce qui donne... Par contre, quand c'est de l'Imbrel ou quand c'est des JAK kinases, c'est 10 mg ou 0 mg. Et je ne sais pas. Mais en tous les cas, il ne faut pas trop se précipiter d'arrêter trop vite le méthotrexate. En tout cas, quand il est supporté, il n'y a aucune crainte, si ce n'est peut-être le cancer cutané, ce qui sont tous des basocellulaires. Hein. Et je terminerai par la décroissance des traitements de fond. Toutes les firmes tapent sur le méthotrexate. Je pense qu'il faut d'abord taper sur la corticothérapie. La première chose à décroître, c'est la corticothérapie. Et ça, c'est dans la recommandation de l'art. Vous ne faites pas de décroissance. Si vous n'êtes pas capable de diminuer la corticothérapie, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, continuez les autres traitements à pleine dose. La première chose à faire, c'est de diminuer la corticothérapie jusqu'à 0. Si vous avez été capable de diminuer la corticothérapie jusqu'à 0, après, vous diminuez, d'habitude, on diminue le plus cher. Hein? Malheureusement, en pratique, je vous dis, c'est souvent le méthotrexate qui est diminué en premier, mais après, c'est une question de sous. C'est vraiment pas une question de... Puisqu'on est dans une situation où le malade tolère. Il tolère les trois, la cortisone, le méthotrexate et la biothérapie, ou les JAK. Mais d'habitude, on dit, si vous baissez, c'est plutôt la biothérapie qui est la plus chère, en maintenant le méthotrexate. Et que si vous voulez arrêter le méthotrexate en dernier, alors là, faites gaffe, parce que si jamais le malade flaire à une poussée après l'arrêt de méthotrexate, c'est pas évident que vous allez le récupérer. Alors qu'avec les biothérapies jusque-là, que ce soit tocilizumab, que ce soit le baricitinib avec l'étude de Jess Ouellette, d'habitude on récupère les gens. C'est-à-dire que vous baissez, ça se passe pas bien, vous reprenez la dose, ça se passe bien. Donc je vais m'arrêter là pour dire que
Est-ce que ces recommandations sont utiles? Parce que quand vous regardez les updates, il n'y a pas de révolution. Honnêtement, je crois elles sont utiles, et je crois que le LAR a bien fait de faire ces groupes de travail où il y a à peu près 40 personnes, parce qu'après il y a une dissémination de l'information, il y a une homogénéisation, et ça peut faire que du bien. Et on voit, avec ce que je vous ai dit là, même s'il n'y a pas eu de révolution dans les recommandations de l'ELAR 2019, si vous lisez entre les lignes, vous voyez très bien ce qui pourrait se passer dans les 5 prochaines années, et essentiellement en fonction de la modification du coût des thérapeutiques. En Europe, à l'heure actuelle, ce qu'on vit, c'est les biosimilaires, et ce qu'on va vivre, c'est les génériques des JAK d'ici 5 ans, 7 ans, 8 ans. Merci.